Salut à tous! Alors on va parler aujourd'hui de vecteurs et de géométrie analytique ou alors de géométrie repérée en fonction de comment ton prof l'a appelé. Donc là a priori c'est plutôt pour de l'élève de seconde qui a abordé son chapitre sur les vecteurs et qui a ou qui va aborder la géométrie repérée vectorielle. Donc là, je te propose un petit rappel de cours que je vais te faire rapidement, puis ensuite on va faire deux petits exemples de détermination d'un point vérifiant telle ou telle condition. Alors, si tu viens d'aborder le chapitre sur les vecteurs ou si tu viens de le finir et que tu as besoin de faire un petit récap là-dessus, je t'invite à aller voir cette vidéo qui, je te le concède, est un petit peu longue, mais te fera un bon rappel sur l'intégralité du chapitre sur les vecteurs, la définition, la somme de vecteurs, et puis tout ce qu'on va voir ici sur les coordonnées, les vecteurs avec le milieu, les parallélogrammes, la collinéarité et ainsi de suite. Une bonne longue vidéo, mais qui fera un bon rappel. Et d'ailleurs, si tu es en première ou en terminale, par expérience, on peut se rendre compte chaque année que ça ne te fera pas de mal de venir voir un petit coup de révision là-dedans lorsque tu vas aborder le produit scalaire ou revoir la géométrie dans l'espace où la plupart des choses que l'on dit sur les vecteurs en seconde restent valables en rajoutant la troisième dimension. Allez, à part le critère de collinéarité qui est plus trop là, mais sinon le reste, c'est pareil. Bon allez, on regarde ça rapidement, on ne s'éternise pas et la partie plus longue de la vidéo sur le cours est dans celle qu'on vous a mise en description. Donc, il faut se placer dans un repère OIJ, où I est le vecteur directeur de l'axe des abscisses et J le vecteur directeur de l'axe des ordonnées, et OIJ représente ce que l'on appelle une base du plan. On prend deux points, A et B, de coordonnées XA, YA et XB, YB, et le vecteur AB qui, je te le rappelle, est le vecteur défini par une direction, un sens, une longueur, la direction de la droite AB, le sens de A vers B et la longueur ou norme du segment AB. Eh bien, les coordonnées de ce vecteur sont données par XB moins XA, YB moins YA, l'abscisse pour les X et l'ordonnée pour les Y. Puis ensuite, les coordonnées du milieu. Le milieu d'un segment, par exemple ici le milieu de AC ou le milieu de BD, et donc un point qui vérifie certaines relations vectorielles, a donc pour coordonnées XA plus XB sur 2 et pas moins, et YA plus YB sur 2 et pas moins non plus. Donc attention, petit signal d'alarme, on voit souvent pour les coordonnées du milieu, le fait de prendre le vecteur et de diviser par 2. Ça c'est faux. Dis-toi qu'un milieu c'est une moyenne de tes deux points. Donc quand tu fais ta moyenne entre 1,17 et 1,20, mais tu fais pas 20 moins 17 divisé par 2 ou alors tu feras un peu la gueule. Donc là en l'occurrence tu fais la somme des deux. Et bien là c'est pareil. Ton milieu, c'est la somme des coordonnées divisée par 2. Si on était dans l'espace et qu'on avait un Z pour la cote, eh bien on aurait ZA plus ZB sur 2 et ici ZB moins ZA. Je vous le dis, c'est vraiment tout pareil pour la géométrie dans l'espace, on rajoute juste la troisième dimension. Ensuite, le calcul de la norme du vecteur AB ou encore de la longueur du segment AB. Eh bien c'est rien d'autre que les coordonnées du vecteur que l'on vient mettre au carré. Et je te rappelle que si ton professeur te l'a fait, cela vient du théorème de Pythagore. Donc en fait, lorsque tu viens, et on va faire un petit dessin ici, lorsque tu viens faire ton vecteur dans un repère, avec ici I et J, et que dans ce repère, tu viens placer le vecteur AB, qui est défini donc par ces deux points-là, eh bien, tu construis, alors évidemment, il faut se mettre dans un repère orthonormé, sinon ça ne marche pas. Hop, tu viens avoir ici XA, XB, ici YA, et là-haut, YB. Eh bien, tu peux voir que ce que tu cherches, c'est cette longueur-là. En traçant ici, tu obtiens un triangle rectangle en, admettons, on va l'appeler C. Eh bien, d'après le bon vieux théorème de Pythagore, AC carré plus BC carré est égal à AB carré. Ce qui veut dire que AB carré est égal à cette longueur au carré, qui vaut rien d'autre que cette longueur-là, donc XB moins XA au carré. Tiens, il est là. Plus cette longueur-là au carré qui vaut YB moins YA, donc YB moins YA au carré. Vu que AB carré c'est XB moins XA carré plus YB moins YA carré, on met la racine carrée et on obtient la formule de la norme par application du théorème de Pythagore.
Allez, on ferme la parenthèse là-dessus et maintenant venons-en autour de la configuration géométrique, surtout le parallélogramme. Donc ABCD est un parallélogramme. On sait évidemment que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur, mais ça, ce sont les considérations un petit peu plus anciennes. Et bien là, on va essayer de venir parler surtout vectoriellement et tu vas voir que c'est ce qu'on va utiliser dans l'exemple. ABCD est un parallélogramme si le vecteur AB est égal au vecteur DC. Pense en fait à prendre ces deux lettres et à les inverser. AB égale DC. Donc ça, c'est une caractéristique fondamentale du parallélogramme que tu pourras et devras utiliser pour montrer qu'on a un parallélogramme dès qu'on a des coordonnées. C'est de loin le mieux. Ne viens pas chercher à montrer que des vecteurs sont colinéaires avec des droites de même longueur. Ça marcherait, mais c'est long pour rien. Le vecteur fait la collinéarité et la longueur. Tout ça, 2 en 1, beaucoup plus rapide et pratique. On aurait également pu dire AD égale BC, ça marchait également. On avait un parallélogramme aussi grâce à AD égale BC. Bon, autre caractéristique que l'on pourrait utiliser et qui marche d'ailleurs tout aussi bien, c'est de dire qu'un parallélogramme a ses diagonales qui se coupent en leur milieu. C'est-à-dire que I est le milieu de AC et I est le milieu de DB. On aurait très bien pu dire ça, c'est ce qui est marqué ici. Alors si ton professeur ne marque pas MAC qui veut dire milieu de AC, bah, tu marques milieu de AC. Hein. Ne viens pas lui inventer des écritures qu'il ou elle n'utilise pas, quoi. Donc ça, c'est vraiment les deux trucs qu'on va utiliser le plus. Mais allez, je l'ai encadré, la AB égale DC. J'ai ma petite préférence pour celle-ci. Je trouve qu'elle est plus rapide. Elle permet en 2 petits calculs simples de vérifier qu'on a un parallélogramme. Allez, dernier petit point et après on passe aux exemples. Les vecteurs égaux. Donc je te rappelle que 2 vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont même direction, même sens, même longueur. Bon, bah maintenant on est avec des coordonnées. C'est facile, ils sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. Donc on a 2 vecteurs U et V qui sont égaux si son abscisse est égale à l'abscisse de l'autre et son ordonnée est égale à l'ordonnée de l'autre. Hop, et c'est réglé. Maintenant, collinéarité et multiplication par un scalaire, un peu lié. Donc la multiplication par un scalaire, je te rappelle, c'est prendre un vecteur et le multiplier par un nombre. Par exemple, moins 5, 2, donc j'ai le vecteur 2u, le vecteur moins 5u. Eh bien, les coordonnées du vecteur k fois u sont égales à k fois les coordonnées du vecteur u. Tout simplement, je prends xy, les coordonnées de ce vecteur u, et je les multiplie par k, le nombre par lequel je multiplie le vecteur. Et ensuite, les vecteurs collinéaires. Pareil, je te rappelle que 2 vecteurs U et V sont collinéaires s'ils ont la même direction. Pas nécessairement le même sens, juste la même direction. Donc par exemple, U et moins 5U sont collinéaires. Eh bien, avoir la même direction veut dire qu'on a une proportionnalité entre les deux vecteurs. C'est-à-dire que si U et V sont collinéaires, ça veut dire qu'il existe un réel T tel que U est égal à T fois V. Et de cette relation de collinéarité, que l'on transcrit ensuite avec les coordonnées, arrive ce que l'on appelle le critère de collinéarité qui me dit que U et V sont collinéaires si et seulement si xy' moins yx' égale 0 ou encore si et seulement si le déterminant de U et de V vaut 0. Bon, allez, voilà les rappels essentiels, on pourra en mettre d'autres, mais voilà, le but a été de tirer le maximum. Ça, c'est vraiment important. Tu t'en fais une fiche, tu te mets ça dans un petit memento ou tu fais ça dans une fiche méthode et tu commences par ce point court, important et indispensable à connaître. Allez, on va passer maintenant aux exemples et aux applications de ce que l'on vient de voir. Donc là voilà, je te mets l'énoncé de 2 petits exercices où on donne les coordonnées de 3 points A, B et C, où on est toujours dans un repère OIJ, et on va déterminer les coordonnées d'un point M quelconque dans un premier temps, donc c'est-à-dire de coordonnées XY, quand on ne sait pas en maths, en général on met XY pour les coordonnées, et ce point M doit vérifier ABCM est un parallélogramme, donc là maintenant il devient plus quelconque, c'est un point M bien particulier qui me forme un parallélogramme avec les points A, B et C. Ou alors, dans un deuxième exemple, on va regarder, donc on n'aura plus le parallélogramme, mais on aura un autre cas. 2AB plus 3CM est égal au vecteur nul. Attention, n'oublie pas le petit vecteur au-dessus du 0, sinon c'est pas bon. Donc, ici, on va partir sur une caractéristique du parallélogramme. On pourrait utiliser les milieux ou l'égalité de 2 vecteurs. Et ici, on va traduire une équation de vecteurs en équation de coordonnées. Il va falloir que tu prennes cette habitude. Ça te permettra d'arriver à bien arriver à déterminer les coordonnées d'un point, vérifiant une égalité vectorielle.
On va tâcher de présenter ça proprement pour faire en sorte que tu aies une bonne trame pour tes devoirs, tes DM, tes exercices et ainsi de suite. Allez, on commence directement et on va regarder le petit 1. Alors, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure en début de vidéo? A, B, C, M, c'est un parallélogramme. Si et seulement si quoi? Non, parallélogramme. Si et seulement si. Bon, bah ça t'a laissé le temps d'y réfléchir et on a dit qu'on prenait a priori les deux dernières lettres, hop, on les tourne et on fait l'égalité entre AB et MC. Bon, bah, il suffit juste de calculer les coordonnées de ces deux vecteurs avec la formule qu'on a marquée tout à l'heure. On va rapprocher les deux coordonnées puisque deux vecteurs sont égaux s'ils ont les mêmes coordonnées. C'est ce qu'on a marqué après tout à l'heure sur le tableau. Et on va déterminer comme ça les coordonnées du point M avec AB. AB, qu'est-ce qu'il a pour coordonnées? Donc, tu marques d'abord les coordonnées du point B. 1, 4. Moins les coordonnées du point A. 2, avec le moins, ça transforme. Et 3, lui, il ne bouge pas. Donc, AB a pour coordonnées. Évite de marquer égal entre tes calculs de coordonnées. Ton professeur, a priori, n'aimera pas trop, quoi. Donc, on a 3 et 1. Et on va faire MC qui me fait, je mets les coordonnées de C qui sont 4 moins 5, moins les coordonnées de M qui sont X et Y. Rien ne t'empêche de commencer ton exercice en disant on pose le point M de coordonnées XY avec XY de nombres réels. Et là c'est royal, quoi. Donc maintenant, on prend cette égalité-là, allez, on va la nommer 1, et on va donner l'égalité entre ça et ça. Et c'est ce que l'on va marquer ici. Donc 1 est équivalent à, et on va marquer ça sous la forme d'un système, même si ce n'est pas un système de deux équations à deux inconnues classiques, puisqu'on aura une ligne pour le x, une ligne pour le y, il n'y a pas besoin de les combiner les deux, quoi. Donc on a 3, 1 égale 4 moins x et moins 5 moins y. Bon, cette équation est quand même assez facile à résoudre pour chacune des lignes. Je fais passer mon x de l'autre côté, je fais passer mon 3 de l'autre côté, ça me donne x égale 1. Et pareil, je fais passer mon y de l'autre côté, donc y égale, et je fais passer mon 1 de l'autre côté, moins 6. Donc, M a pour coordonnées 1, moins 6. Hop. Pense évidemment toujours à conclure sur ta copie. C'est toujours mieux. Ton professeur voit au premier coup d'œil sur ta feuille ta réponse. Et il va voir ensuite le déroulement de ce que tu as fait. Mais c'est important de faire apparaître tes réponses sur tes copies, de faire cet effort de présentation. Allez. Maintenant, on va regarder la deuxième partie de nos exemples, la transcription d'une égalité vectorielle. Donc, on a le vecteur AB, on l'a déjà fait, donc on va pouvoir l'utiliser, pas besoin de refaire le calcul. Donc, on a 2AB plus 3CM qui est égal au vecteur nul. Alors, évidemment, le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Ça va de soi. Donc, on va regarder. On va faire comme tout à l'heure. On va quand même marquer donc 2AB. Vu qu'on avait AB, il n'y a plus qu'à multiplier par 2. Ça fait 2 fois 3, donc 6. Et 2 fois 1, donc 2. On a multiplié par 2 les coordonnées de AB, évidemment. Et 3CM qui a pour coordonnées 3 facteurs de x moins les coordonnées en abscisse pour C, c'est 4, et 3 facteurs de les coordonnées de M, Y pour l'ordonnée, et moins 5 pour C, donc ça devient plus 5. Je te rappelle que CM a pour coordonnées
XM moins XC, YM moins YC, ce qui a donné naissance à ça, et la multiplication par 3. Donc, 3CM a pour coordonnées 3x moins 12 et 3y plus 15. Allez, maintenant, on va traduire notre égalité vectorielle en notre équation vectorielle plutôt en équation de coordonnées. Donc, on la note 2 et 2 est équivalente à, et comme tout à l'heure, on va faire un système dans lequel on va avoir une ligne pour les abscisses et une ligne pour les ordonnées. 2AB, on remplace. C'est 6. Plus 3CM, c'est ça. Et bien plus 3x moins 12 est égal à 0. Et pareil pour les y, pour l'ordonnée. On a 2AB qui correspond à 2, 3CM qui correspond à 3y plus 15 qui est égal à, encore une fois, 0. Donc ici on a AB, ici on a 3CM et ici on a le vecteur nul. Donc on avait 3 termes dans notre équation de vecteurs, et bien on les retrouve ici dans notre petit système. Donc maintenant on va le résoudre, ce qui me donne 3x est égal à 6 moins 12 moins 6, je passe de l'autre côté, ça fait 6, et ici 3y qui est égal à, ici j'additionne 17, je passe de l'autre côté, moins 17. Bon, il n'y a plus qu'à diviser par 3 des deux côtés, donc m a pour coordonnées 6 divisé par 3, 2, et moins 17 divisé par 3, et bien moins 17 tiers, c'est très bien comme résultat, on le garde comme ça. Hop. Allez. Donc, évidemment, le m d'ici n'était pas le m d'ici. Le point m, c'est souvent ce qu'on prend en maths lorsque c'est un point qui est mobile et dont on cherche une position particulière ou pas d'ailleurs. Bon, ben écoute, voilà. Donc là, on vient de voir comment utiliser les vecteurs en géométrie repérée dans deux cas particuliers. Le cas où on cherche à construire un parallélogramme et le cas où on nous donne un point M qui est défini à partir d'une égalité vectorielle. Et donc, à partir des formules de cours que l'on a sur les coordonnées de vecteurs, on aurait très bien pu pour le premier le faire au travers du milieu, mais là, le but c'était d'aller sur les vecteurs. On a donc obtenu les coordonnées d'un point M pour construire un parallélogramme, et dans le deuxième, les coordonnées d'un point M vérifiant une égalité vectorielle, et ensuite la méthode pour retranscrire ça à chaque fois dans un petit système qui nous permet de résoudre facilement deux petites équations et déterminer les coordonnées du point M cherché. Eh bien écoute, je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle va t'aider à mieux comprendre ce chapitre. Si tel est le cas, n'hésite pas à me lâcher le petit pouce vers le haut, c'est important pour nous et ça fera vivre la chaîne, ça nous aidera à la démarrer. Puis à venir t'abonner également à la chaîne en activant la petite cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos à venir. Et tu peux venir nous voir sur internet, sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram. Et d'ici à la prochaine vidéo, je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Allez, ciao à tous!